Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment les Égyptiens, avec leur leader, ont pu changer la perception du monde à l'égard de l'Égypte? Encore une fois, vous êtes toujours les bienvenus, bien sûr, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne directe. Bien sûr, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, la grande question, c'est en fait, si je peux dire, l'idée principale de cette édition. Avec plus de précision, il y avait des conceptions, des rêves, des espoirs tant attendus par les Égyptiens durant les 7 dernières années, plutôt pendant presque une décennie. Avoir un État fort, avoir un État dans lequel il y a une grande confiance de la part des citoyens, avoir un État fort avec des institutions tout à fait fortes qui toujours avoir une performance forte sur le terrain, ce sont toujours parmi les rêves tant attendus par les Égyptiens. Avoir un État fort qui refuse les faits accomplis contre les intérêts des Égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Un État fort qui possède un long bras pour non seulement préserver la stabilité régionale, mais aussi pour protéger les Égyptiens à l'étranger. Ce sont en fait des conceptions et des espoirs tant attendus par les Égyptiens, mais aussi qui sont réalisés pendant les 7 dernières années, tout en brisant, toujours encore une fois, la main dans la main, le président Abdel Fattah el-Sisi et le peuple égyptien. Les deux ont brisé, encore une fois, des clichés passifs contre l'Égypte, contre la direction égyptienne, contre le peuple égyptien, notamment sur la scène arabo-africaine, mais aussi sur la scène européenne. Donc, beaucoup de conceptions, beaucoup de clichés qui ont été brisés, des conceptions stratégiques, politiques, militaires, économiques qui ont été réalisées pendant ces dernières 7 années. C'est ce qu'on va savoir à travers les explications, les éclaircissements même de notre invité de marque, M. Hicham Al-Ramli, qui se trouve aujourd'hui au studio de l'Antv International après, si je peux dire, une longue absence. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre présence. Très vite. Il y a presque 7 ans, les Égyptiens ont été privés de cette notion un État fort. Ou presque il y a 10 ans, si je peux dire. 10 ans. Et il n'y avait pas cet État fort. Il y avait des conditions régionales, il y avait des... Et locales. Et locales, bien sûr, qui ont poussé les gens à perdre confiance à l'égard de l'État égyptien, à l'égard de la direction égyptienne, à l'égard des leaders et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même avec les grands coûts de la réforme économique que paye le citoyen égyptien. Oui, donc, ma première question, comment l'État égyptien a pu récupérer sa confiance quand on parle des citoyens égyptiens? Tout d'abord, j'aime beaucoup parler d'une façon très simplifiée. Je ne suis pas un homme de politique ou d'économie, mais je suis un homme de logique. Pour faire une comparaison ou faire une évaluation de l'État, on doit faire un exemple. L'État, c'est une famille, c'est une petite famille. L'État, c'est le citoyen. Monsieur le Président, Son Excellence le Président, quand il est venu avec un plan et un rêve. Et si vous vous souvenez, on a commencé par donner l'espoir, la nouvelle canal de Suez. Oui. Et on a montré le comment faire et le pouvoir de faire et l'espoir de faire. Oui. Et depuis ce moment, le plan a été très bien manipulé sur le terrain et a montré au monde entier. Géré, très bien géré. Exactement. Donc, si on compare entre l'État et le citoyen a besoin de quoi? Des priorités. Il a besoin de sa sécurité. Sans sécurité, tout ne vaut rien. Deuxièmement, sécurité alimentaire. Troisièmement, sécurité, la santé. Quatrièmement, sécurité économique. Pour bâtir... Sécurité de l'eau. Bien sûr. Hydraulique. Bien sûr. Parce que ce sont parmi les conceptions. Exactement. On va bien sûr
parler de ces conceptions stratégiques. Oui. Ce qui est réel reste toujours réel. Ce qui est vrai reste toujours vrai. Nos affaires étrangères, on avait des concepts qui sont très clairs et on les a mis sur le terrain pour vraiment montrer au monde qu'on est un peuple et notre gouvernement est un gouvernement de paix, un gouvernement qui veut aider le monde entier, qui veut bâtir, pas détruire. Ouais. On n'a pas le concept des pirates 7 étoiles qui ont fait des colonies, qui ont déprivé les peuples de leurs ressources. On n'a pas ce concept. Toujours, on parle que de la construction, c'est tout à fait difficile, mais la destruction, c'est tout à fait facile. Mais ce n'est pas le cas avec les Égyptiens, qui sont les bâtisseurs de la plus grande civilisation au monde entier. Les Égyptiens, pendant presque 7 ans, ont bâti beaucoup de choses. Très simplement. Pourquoi on parle des Égyptiens, des anciens Égyptiens? Vous devez parler de cette renaissance qui se passe sur le terrain de l'Égypte. Cette construction incroyable. Cette infrastructure qui vraiment, beaucoup de pays ne peuvent pas le faire. On montre ça parce que c'est la bonne foi. C'est la bonne foi et le vouloir de vraiment faire. Autre chose, on a essayé d'établir fermement cette conception de l'État face aux groupes parallèles de l'État, face aux groupes qui ont fait briller de bons slogans, slogans tout à fait impressionnants aux yeux de gens. Et ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi cette vision adoptée par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été imposée au niveau régional. Avec plus de précision, c'est ce qu'on a bien sûr connu pendant les évolutions du dossier libyen. Bien sûr, parce que quand vous avez la force, et vous avez la valeur, et vous avez le concept, et vous avez la vérité, personne ne peut arracher cette logique de vous. On a fait des lignes rouges, on a fait un très bon effort pour vraiment garder les bénéfices et les ressources qu'on a fait. Et la Libye était sur notre frontière un cas très grave qui pouvait vraiment mettre notre sécurité nationale sur le chemin de fer. Un des clichés qui a été brisé par les Égyptiens, la main dans la main avec leur leader, c'était l'Égypte est tout à fait loin de l'Afrique. Mais non, nous avons bien sûr, si je peux dire, consacré une nouvelle conception sur le terrain. La preuve en est, c'est bien sûr ce grand barrage de la Tanzanie. À cet égard, permettez-moi de vous proposer cette information. Le président Abdel Fattah al-Sisi a félicité hier la présidente tanzanienne, Mme Samia Suluhu Hassan, pour bien sûr sa réélection. Sa élection plutôt. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président avait renouvelé ses félicitations à la présidente tanzanienne pour son nouveau poste en lui souhaitant ses meilleurs vœux, du succès à assumer ses responsabilités. Le président Sisi a également souligné les aspects particuliers des relations égypto-tanzaniennes, leur développement lors de sa visite dans la capitale Dar es Salaam en 2017 et l'aspiration discutée à coopérer avec la présidente tanzanienne afin de renforcer ses relations dans les divers domaine, ce qui réalise les intérêts des deux peuples frères, notamment en ce qui concerne l'augmentation des échanges commerciaux avec la partie tanzanienne, le développement des infrastructures, l'appui technique et le renforcement des capacités. De son côté, Madame la présidente tanzanienne a exprimé sa grande appréciation à l'Égypte, à son peuple et à sa direction, notant qu'il existe de larges perspectives pour développer les relations et faire progresser les cadres de coopération conjointe entre l'Égypte et la Tanzanie, tout en louant le soutien égyptien aux efforts de développement, bien sûr, en Tanzanie, surtout en ce qui concerne le projet du barrage de Julius Nyerere en tant qu'un modèle qui reflète la profondeur de relations distinguées en tant que l'un des plus grands projets nationaux en Tanzanie.
D'autre part, le porte-parole a ajouté que l'appel a porté sur le développement de la question du barrage de la Renaissance, où le président ici a souligné la nécessité de parvenir à un accord juridique contraignant et juste pour remplir et exploiter le barrage. De même, il a été convenu de soutenir le processus de négociation afin d'atteindre les intérêts de 3 parties et préserver la sécurité hydrique des 2 pays en aval. Donc, ce sont bien sûr les grands points. Les grands axes de ces entretiens entre les 2 hauts responsables égyptiens, les 2 présidents de la Tanzanie, de l'Égypte et de la Tanzanie. Justement, au cours de cet entretien, il y avait des points essentiels, des conceptions essentielles. L'Égypte ne représente pas un obstacle devant le développement des autres pays africains, mais plutôt l'Égypte, c'est un grand contributeur à ça. Oui. Les Africains, nos frères, on est le cœur de l'Afrique et l'Afrique est dans notre cœur. Et nos frères africains ont été exploités pour des dizaines d'années par la colonisation. Ils ont trouvé que l'Égypte est un cas de gagnant-gagnant, est un cas qui a montré au monde entier qu'ils ont le savoir-faire et le pouvoir de faire. Donc, nous, on est très concernés à aider nos frères africains et à faire du développement dans les pays africains, mais pour qu'ils arrivent, qu'ils achèvent une prospérité stable dans leur pays. Mais, question du barrage de la Renaissance, ça c'est un cas qui n'est pas normal. À n'importe quel fleuve du monde, on ne peut pas l'arrêter pour dépriver un peuple de l'eau. C'est une question de vie ou mort. On a les moyens de protéger nos intérêts. Donc c'est un autre. Il y avait ici deux autres conceptions, deux autres axes qui ont été proposés pendant cet entretien téléphonique. Donc le premier axe ou la première conception, l'Égypte est tout à fait contre le fait accompli sur les terrains, le fait accompli qui porte atteinte à ses intérêts. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez faire un barrage sur le Seine et dépriver d'autres pays de l'eau ou sur le Rhin ou n'importe quel fleuve du monde? Ça, c'est hors d'histoire. En tout cas, le fleuve du Nil ou le Nil a un Dieu qui le protège. Et nos intérêts et notre capacité, nous, on a fait tout ce qu'il peut pour vraiment achever un contrat balancé pour le futur de tous les peuples. Oui. À quel point nous avons pu réaliser ce qu'on appelle la force dissuasive de l'Égypte et cette conception, et à quel point nous avons même arrivé à réaliser cette notion, le long bras de l'État égyptien qui vise à stabiliser la région, mais aussi à préserver les intérêts égyptiens. Et votre explication d'abord. Celui qui est fort et qui est bien, qui veut le bien pour le monde entier, personne ne peut le dépriver de ses intérêts. Donc nous, on a fait tout ce qu'on peut pour vraiment achever la paix et achever des choses sur le terrain. Mais au moment que quelqu'un va nous dépriver de nos moyens, il y aura d'autres parcours à faire. En fait, hier, une délégation égyptienne éminente regroupant les ministres des Affaires étrangères, M. Samar Choukri, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Dr Mohamed Abdelati, a effectué une visite à Khartoum. La visite a pour but de tenir des pourparlers intensifiés avec bien sûr la partie soudanaise qui regroupe la ministre des Affaires étrangères, Mme Mariam Sadegh El-Mahdi, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, le professeur Yasser Abbas. Les experts juridiques et techniques de 2 parties ont également pris part à la réunion, a fait savoir un communiqué publié par le ministère égyptien des Affaires étrangères pour parler
ont eu lieu dans un climat positif, d'entente mutuelle. Les discussions se sont axées sur les évolutions du dossier de barrage éthiopien de la Renaissance. Les deux parties se sont mis d'accord sur les risques et sérieux et les graves répercussions du remplissage unilatéral du barrage de la Renaissance. Les deux bords ont affirmé l'importance de conjuguer les efforts sur les échelles régionales et continentales ainsi qu'internationales, efforts visant à inciter l'Éthiopie à négocier sérieusement avec de bonnes intentions et avec une véritable volonté politique. Ceci afin de parvenir à un accord global, équitable et contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage. Après que les négociations parrainées par l'Union africaine sont arrivées à une impasse à cause de l'intransigeance éthiopienne. Donc, encore une fois, oui, nous avons un problème, mais justement, jusqu'à maintenant, nous tenons au trajet des négociations, alors qu'on a, dans le même temps, la force dissuasive. Bien sûr, et jusqu'à ce moment, ils n'ont pas pu remplir ou faire compléter le barrage, jusqu'à ce moment. Tout ça, ce sont des guerres politiques et tout ce qu'on fait est sur la base qu'on a mis au monde entier. Tout le monde voit très bien que les Égyptiens ne sont pas des hommes de guerre, ils font leurs affaires politiques d'une façon impeccable, ils essayent de soutenir les relations avec tous les pays, ils sont toujours pour l'aide de nos frères africains, et tout le monde ne fait que ça pour les Égyptiens, saluer les Égyptiens. Ouais. Une autre conception, un autre espoir, un autre rêve, quand l'Égypte peut retrouver son rôle pionnier dans la région arabo-africaine, mais aussi méditerranéenne. Donc, c'est ma question, à quel point nous avons réalisé cet objectif. Justement, après la diffusion de ce reportage, je vais vous proposer ces questions avec une intervention téléphonique de la part de l'un de nos invités encore. Basé au Caire et présidé par l'Égypte, le MGF est né le 27 septembre 2019 dans la capitale égyptienne, mais n'est opérationnel que depuis le 16 janvier 2020. Elle regroupait à ses débuts l'Égypte, Chypre, la Grèce, Israël, l'Italie et la Jordanie, représentées par leur ministre de l'Énergie. La Palestine a rejoint depuis ce groupe. La France a rejoint le Forum du gaz de la Méditerranée orientale en mars 2021. Paris avait officiellement présenté sa candidature en janvier 2020. La nouvelle organisation est une plateforme destinée à nouer un dialogue organisé entre les pays membres sur le gaz naturel et les opportunités de coopération à ce sujet, tant au niveau régional qu'international. Le MGF a pour objectif de veiller au respect du droit international dans la gestion des ressources gazières de chacun dans cette région où les gisements sont très disputés depuis les grandes découvertes successives au large de l'Égypte, de la Grèce, de Chypre, du Liban, d'Israël et de Gaza. L'Égypte ambitionne de devenir un hub énergétique régional suite aux importantes découvertes de gaz offshore en Méditerranée orientale. L'Égypte a annoncé le 15 janvier l'approvisionnement effectif en gaz naturel issu du gisement gazier Léviathan en Israël, gaz qui sera liquéfié et exporté vers l'Europe. L'Égypte a annoncé avoir commencé à recevoir du gaz naturel d'Israël qui sera liquéfié et exporté vers l'Europe dans le cadre d'un accord évalué à 13,3 milliards d'euros entre les deux pays. Cet accord représente un important développement qui sert les intérêts économiques des deux pays, a indiqué le ministère égyptien du pétrole dans un communiqué. Selon le ministère, l'Égypte ambitionne, via cet accord, de devenir un hub régional dans le domaine du gaz. L'accord sur le gaz, signé par le groupe égyptien Dolphinus Holdings, prévoit l'approvisionnement de gaz naturel issu des gisements gaziers de Léviathan et Tamar en Israël.
donc, à quel point vous trouvez que l'Égypte a pu récupérer son rôle au niveau régional, mais, au niveau de la Méditerranée, du Proche-Orient, de l'Afrique? Ça se voit de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait en Afrique? Comment on fait des relations avec tous les pays africains? Comment on fait l'entraînage de tous les gouvernements qui ont fait des protocoles avec l'Égypte? Comment on a fait avec la Grèce, le crypte pour le gaz? Comment on a fait avec tous les pays arabes qu'on a essayé de protéger? On a fait d'entraînement militaires et des protocoles économiques avec tous les pays qui sont dans notre environnement. Comment on exporte tous nos légumes et les fruits en Europe. L'Égypte a complètement changé dans les 7 dernières années. Tu es numéro 1 maintenant en exportation. Vous avez augmenté vos exportations à peu près de 42%. Vous avez donné beaucoup de stabilité pour le gaz en Égypte. On importait avec combien de milliards pour le gaz et le fuel et tout ça. Tout se change. Et l'infrastructure que vous avez fait en Égypte, vous êtes maintenant un but très important pour tous les investisseurs qui veulent vraiment investir dans une base très sécurisée, très stable. C'est l'Égypte. Ouais, c'est l'Égypte. Donc, ça me mène encore une fois à une autre question. À quel point on a pu réaliser cette conception suivante. Nous avons un long bras qui peut protéger les Égyptiens à l'étranger et dans la région du Proche-Orient, mais aussi préserver les intérêts égyptiens, de l'État égyptien, à partir du Golfe arabe jusqu'à la profondeur de l'Afrique, et même préserver les intérêts égyptiens au niveau de la Méditerranée et dans d'autres, ou même si je peux dire, comment donc nous avons pu réaliser cet objectif, ou à quel point nous avons réalisé cet objectif. Du point de vue de citoyen, quand le Covid a commencé, vous vous rappelez que nous avons envoyé des avions pour ramener nos citoyens en Égypte. Et on était un des pays très rares qui ont fait ça. Excusez-moi, il y a des pays européens qui ont demandé de l'argent pour leurs citoyens pour les faire revenir dans leur pays. On intervient dans tous les pays qui sont du Moyen-Orient. On a envoyé des aides au Liban, au Soudan, à la Libye, à Gaza, à tous les pays qui sont proches de nous, qui sont nos amis. On nous a envoyé des aides en Italie, en Chine, à la Corée, depuis le début de Covid. Donc on montre notre amitié avec des affaires qui sont vraies, pas des paroles. Et nous avons, encore une fois, ce long bras pour protéger les Égyptiens, que ce soit en Libye, que ce soit n'importe où. N'importe où. Je parle de ça parce que, par exemple, la présidence française s'apprête à dévoiler aujourd'hui un début de retrait du Sahel des militaires de l'opération antiterroriste Barkhane, notamment au Mali, parce que, bien sûr, c'est un théâtre de combat, de coups d'État, ainsi de suite, beaucoup si je peux dire, de chaos. Mais justement, nous avons pu réaliser la sécurité intérieure en Égypte tout en luttant contre le terrorisme. Et on a dit au monde entier que nous sommes la seule force aujourd'hui qui combat le terrorisme au nom du monde entier. Et seul. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est une nouvelle conception. C'est une armée nationale. Et seul à travers cette armée nationale, nous avons lutté et réalisé et remporté même de grandes victoires contre les groupes terroristes. Ce n'était pas seulement... Qui sévissent actuellement dans plusieurs pays du Sahel. Exactement. Ce n'est pas seulement contre les terroristes, contre les services d'intelligence d'autres pays. Et plusieurs, je ne veux pas parler de ça, mais ce qu'on a fait est vraiment incroyable. Si vous vous rappelez, en 2013, comment était notre financement, comment était notre cas.
comment était l'intérieur de l'Égypte. Pour faire tout ça, et en même temps construire, et en même temps faire des relations étrangères, et en même temps rebâtir vos relations, rebâtir vos communications avec tout le monde, et donner un très bon exemple au monde entier, vous ne pouvez pas faire... Tout le monde revient et salue l'Égypte. Donc, nous avons changé cette conception très limitée en ce qui concerne le terrorisme, en ce qui concerne plutôt la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas seulement au niveau sécuritaire, mais plutôt ça au niveau intellectuel, au niveau de financement, Exactement. au niveau des pays qui soutiennent de tels terroristes. Exactement. Vous avez mis des lignes rouges de ne pas passer. Vous avez complètement stoppé l'émigration qui n'est pas légale. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez aidé d'autres pays à stopper cette émigration que ces intelligences envoyées pour faire des, comment on dit, des coups d'État ou faire comment dire, essayer de manipuler pour avoir d'argent, comme la Turquie, on va vous envoyer les émigrants pour nous donner de l'argent et des aides. On n'a pas fait ça. Vous avez combien d'émigrants ici en Égypte? Combien? On parle de presque 5 millions. Plus. Plus de 5 millions. Et il vit comment? Dans des tentes, comme dans d'autres pays? Dans des camps? Dans les sociétés, et dans la société égyptienne. Même, ils sont les bienvenus. Bien sûr, ouais. C'est ça l'Égypte. Il n'y a pas de discrimination. C'est ça l'Égypte et c'est ça les Égyptiens. C'est pas seulement maintenant, à travers des centaines d'années. Tous les Européens qui sont venus ici, tous les émigrants qui sont venus dans le cas de guerre, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde qui est venu ici, il a senti qu'il est dans son pays. Ouais. En même temps, l'Égypte essaye ou appelle toujours à la reconstruction, à la réconciliation, appelle toujours à avoir un trajet de négociation, même dans les problèmes les plus épineux, les plus vitaux pour le peuple égyptien. Justement, l'Égypte s'engage à Gaza, c'est le titre de notre prochain reportage. Après ça, on va essayer d'analyser un peu plus la situation. L'Égypte a toujours pris en considération les intérêts arabes à chaque chapitre de l'histoire de la nation. Lors des récentes agressions contre les territoires palestiniens, notamment dans la bande de Gaza, l'Égypte a déployé de mains efforts en vue d'épauler les frères palestiniens, permettant d'abord l'ouverture exceptionnelle du terminal de Rafah. L'aide annoncée par le Caire en faveur de Gaza, 500 millions de dollars en reconstruction et soutien humanitaire, s'inscrit dans une continuité de l'action égyptienne pour régler le conflit entre Israël et le Hamas, mais aussi dans une forme d'innovation. Cette aide va d'abord permettre à l'Égypte de se présenter comme un acteur incontournable de la reconstruction d'un territoire peuplé de 2 millions de Palestiniens soumis à un blocus terrestre et maritime par Israël depuis plus de 15 ans. La société Misr Sinaï a envoyé à la bande de Gaza du matériel et des équipes techniques d'ingénieurs pour aider à enlever les ruines et commencer la reconstruction dans la bande sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi. L'Égypte a également ouvert ses hôpitaux et envoyé les médecins à Gaza. Le chef des services de renseignement, le général Abbas Kamel, s'est entretenu avec les responsables du Hamas pour examiner le maintien du cessez-le-feu et la reconstruction des zones sinistrées dans la bande de Gaza. Le chef des services de renseignement avait été chargé par le président el-Sisi de se rendre dans la bande de Gaza pour coordonner et se concerter avec toutes les factions palestiniennes pour examiner le cessez-le-feu et la conclusion de la paix. A noter que le président palestinien Mahmoud Abbas a salué, lors d'un entretien avec le chef des services de renseignement à Ramallah, les positions, les efforts et l'initiative de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi en faveur du peuple palestinien et de sa cause.
Nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur Hissène Haridi, vous êtes toujours le bienvenu et bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Bien sûr, la presse internationale a écrit à propos du rôle égyptien dans la cause palestinienne, dont même cette dernière crise du Gaza. Le Caire réaffirme son importance stratégique au Moyen-Orient face aux puissances locales et aux Américains. Votre commentaire? Certainement, dernièrement, après l'agression israélienne contre la bande de Gaza, le mois dernier, l'Égypte, en étroite coopération avec l'administration américaine, avec l'Union européenne et avec des pays arabes tels le Qatar, a déployé tous ses efforts, soit avec les Israéliens, soit avec les factions palestiniennes, nommément Hamas et l'autorité palestinienne, pour mettre fin à l'agression israélienne et parvenir à un accord de cessez-le-feu. Une fois accepté, l'Égypte fait de son mieux pour consolider ce cessez-le-feu et le transformer en une trêve de longue durée qui permettrait la reconstruction de la bande de Gaza d'un côté et d'un autre côté la réconciliation, effectuer la réconciliation interpalestinienne et espérant la reprise des négociations de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Comme vous le savez, monsieur, l'Égypte a coordonné ses positions avec l'administration américaine du président Biden. Le président Biden avait téléphoné le président Sisi à 2 reprises, une fois durant l'agression israélienne contre Gaza et la deuxième fois c'était après l'accord cessez-le-feu. Et dans cette deuxième appel, le président américain a félicité l'Égypte, a félicité le président égyptien pour ses efforts pour parvenir à ce cessez-le-feu et ils sont mis d'accord sur la nécessité ainsi que l'importance d'œuvrer ensemble et avec les Nations Unies dans, premièrement, la reconstruction de la bande de Gaza et deuxièmement, dans la recherche de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Et je crois que l'Égypte va continuer à jouer un rôle important dans tous ces domaines-là. Ouais. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Vous avez des remarques à faire? Pas de remarques après son Excellence l'ambassadeur, mais ce que je veux dire, qu'on montre au monde entier qu'on est un peuple de construction, un peuple qui cherche l'amitié entre les pays, pas la destruction. Ça, tout ce qu'on a fait, on résout nos problèmes ou les problèmes des autres avec un peu d'amour et d'amitié. Donc, c'est votre point de vue. Ce qu'on fait, c'est très stratégique. Mais c'est très vrai. Et ce qui c'est est très vrai, stratégique comment? Monsieur, comme on dit, si vous avez des ennemis, c'est mieux d'être ami d'être ennemi. Quand vous êtes... Je ne dis pas ça généralement, mais quand il y a un lieu qui vient, qui est un point de faiblesse, de pénétration, c'est mieux d'être au début de ce point-là et de mettre vos bases et de voir et montrer à ces gens qui ont mal connu l'Égypte qu'on est des frères et qu'on montre nos amitiés et qu'on bâtit et on veut faire votre prospérité au lieu de nous faire des problèmes. Donc, vous parlez que l'Égypte essaie toujours de créer une sorte d'espoir. Exactement. Au lieu de ces tentatives de désespoir. Exactement. Qui risquent l'explosion de la région. Exactement.
Ça nous mène à notre reportage durant lequel, bien sûr, on va montrer au monde entier, aux non chers téléspectateurs, comment les Égyptiens ont essayé toujours d'être présents dans les opérations de maintien de la paix. Et donc un reportage signé, signé Aya Shell. L'Égypte déploie des efforts concertés pour maintenir et instaurer la paix dans le cadre de sa présidence de la Commission de consolidation de la paix de l'ONU, a souligné le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, dans un communiqué publié à l'occasion de la Journée internationale des casques bleus le 29 mai. Cette journée commémore la première mission onusienne de maintien de la paix qui a commencé ses opérations en Palestine en 1948. L'Égypte est aujourd'hui le 7e contributeur en personnel des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Elle participe actuellement aux 6 missions de paix en Afrique avec plus de 3200 militaires et policiers en République centrafricaine, au Congo, au Mali, au Soudan du Sud et au Sahara occidental. La pandémie de coronavirus a imposé des charges supplémentaires aux forces de maintien de la paix qui opèrent dans un environnement sécuritaire et humanitaire difficile et dangereux. Le défi auquel ces forces font face aujourd'hui est l'un des plus grands qu'elles n'aient jamais eu à relever. Il s'agit de remplir leur mandat en matière de paix et de sécurité, tout en aidant les pays à lutter contre la pandémie de Covid-19, souligne Hafez. Cette année, 5 casques bleus égyptiens figuraient parmi les soldats de la paix qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leurs fonctions et qui ont été honorés par l'ONU. La participation égyptienne aux missions de maintien de la paix a commencé en 1960 au Congo. À ce jour, l'Égypte a contribué à 37 missions de paix onusiennes avec la participation de plus de 30 000 casques bleus déployés dans 24 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe. Selon Nasr Salem, expert stratégique, le rôle de l'Égypte dans les opérations de maintien de la paix est efficace et très apprécié des Nations Unies et de l'Union africaine. Les casques bleus égyptiens ont joué un rôle central en Afrique, dans les zones les plus chaudes au Mali, en Somalie et au Darfour, et aussi en Europe, notamment en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo. La contribution de l'Égypte ne se limite pas au maintien de la paix, elle participe aussi à la lutte contre le terrorisme, comme l'explique Nasser. L'Égypte compte un certain nombre de centres de formation et d'entraînement aux opérations de maintien de la paix. Ces institutions font de l'Égypte un centre régional et international de formation aux opérations de maintien de la paix avec ses composantes civiles, policières et militaires. Donc l'Égypte essaie toujours de préserver la stabilité, mais aussi la paix à l'intérieur et plutôt à l'intérieur du pays et à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Une autre notion, un autre espoir, tant attendu par les Égyptiens. Une main qui construit et une main qui défend. Porte l'arme. L'arme pour défendre. Pour défendre. Pour pas défendre. Pas attaquer. Ça, c'est un concept complètement différent. On est un peuple de paix, pour défendre. On est la réaction, pas l'action. On n'est pas un pays de colonisation, on est un pays d'aide, un pays d'amitié. Le terrorisme ne sera jamais défi sans lutter contre l'ignorance, la pauvreté. Parce que ça, c'est la porte qui manipule les gens et qui les fait entrer dans ce terrorisme, l'ignorance et la pauvreté. Et le jeu de la démocratie, les jeux de la démocratie, la manipulation derrière la démocratie. Parce que nous avons des pays, des pays dans cette région qui parlent de ça. Ce mot de démocratie, on doit faire une définition. Oui. Quelle est qu'est-ce que ça veut dire la démocratie? C'est un moyen
le savoir, le choix et la vérité. Ouais. Ça veut dire que si j'ai le savoir, la réalité, mais que, par exemple, si je sais que ça est mauvais et ça c'est juste et ça c'est bien, bon, j'ai le droit de choisir. Ouais. Mais avant de choisir, je dois savoir la vérité. Mais la démocratie que les Américains en parlent depuis des dizaines d'années, il n'y a pas de démocratie. Et quelle est mon épreuve? Nous avons bien sûr un exemple très vivant, ce qui se passe en Irak. Non. Un exemple très important. Les États-Unis. Quand la plupart des pays disent vote pour quelque chose, et monsieur l'Américain dit veto. Quelle est la démocratie là? Quelle démocratie? Si tout le monde dit que ça, notre choix, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle démocratie. La démocratie, ça, pour nous, pour les Égyptiens, pour mon point de vue, c'est le... Comment servir les citoyens? Comment arriver au but de la démocratie? La vérité, exactement. Ouais, c'est-à-dire, la démocratie n'est pas seulement le but, mais c'est un moyen pour arriver à d'autres buts. Par exemple, c'est une vie décente, beaucoup de services qui sont... Jusqu'à maintenant, la démocratie a été un titre que les Américains et les colonistes l'utilisent pour entrer dans d'autres pays, pour manipuler d'autres pays, pour exploiter d'autres pays. Ouais. À quel point l'Égypte a essayé de, si je peux dire, faire une sorte de nouveau système mondial? Parce que, comme vous venez de dire, l'Égypte, avec les autres pays... Le destin du monde se joue. souffre, bien sûr, de cette injustice. On est sorti de ce parapluie, du point de vue militaire, du point de vue économique, du point de vue beaucoup de choses. Si vous regardez ce qui s'est été fait les 7 années dernières, il n'y aura plus un seul pôle au monde. Le système change. Pas de monopole. Il n'y a pas de monopole. Que ce soit sur l'économie, sur au niveau politique, au niveau militaire. Bien sûr. Donc, à quel point les Égyptiens ont achevé cette conception, ont concrétisé cette conception, pas de monopole sur l'armement consacré à l'armée égyptienne. Il y a une diversité de l'armement consacré à l'armée égyptienne. Exactement. C'est très important parce que pour défendre vos intérêts, pour défendre ça, pour défendre, pas pour attaquer. Oui. On a été manipulé pour cinquantaine d'années, soixantaine d'années, par beaucoup de choses. Maintenant, on fait une stabilité. Et en plus, on essaye de satisfaire le marché égyptien avec nos produits, d'améliorer nos exportations, d'améliorer nos travaux et nos grands projets, notre infrastructure. Maintenant, il y a au canal de Suez, il y a une zone industrielle russe, chinoise, polonaise, française, allemande. Pourquoi ils viennent chez vous? Donc nous avons réalisé l'un des rêves, l'une des conceptions stratégiques. L'Égypte, c'est la base de l'industrialisation pour exporter, pour les exportations, n'est-ce pas? Bien sûr, et pour aider les autres pays, nos frères africains. Oui, je dois vous remercier infiniment. Malheureusement, je n'ai plus de temps pour continuer notre discussion. Un dernier mot, s'il vous plaît. Ouais. Vive l'Égypte. Vive l'Égypte. OK. Merci beaucoup et vive l'Égypte encore une fois. Au revoir.